6 chefs d'État de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont achevé leur sommet extraordinaire à Bangui en République centrafricaine. À l'issue de ce sommet, Denis Sassou Nguesso devient le nouveau président en exercice de cette organisation. Les détails à retrouver dans cette édition. À la suite de 8 jours d'une action ville morte et des tensions dans la ville, une délégation du gouvernement congolais est arrivée à Uvira pour tenter de résoudre les tensions nées pour demander le départ d'un officier proche des rebelles du M23. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Jade Info TV. Du 9 au 10 septembre, les 6 chefs d'État venus du Tchad, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée équatoriale ont tenu leur section extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, à Bangui. En clôture du sommet, le centrafricain Faustin Archange Touadéra a passé le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso après 2 ans passés à la tête de l'institution sous-régionale. Après 2 ans à la tête de la CEMAC, le centrafricain Faustin Archange Touadéra a passé le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ce sommet intervient dans un contexte où les pays de la CEMAC se mettent en ordre de bataille pour l'intégration économique, la coopération sécuritaire, la fraternité sous-régionale et un avenir commun dans le concert des nations. Debout avec détermination et fierté, les 6 chefs d'État et l'assistance exécutent l'hymne de la CEMAC. Tout souriant, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra passe le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso et un drapeau de couleur jaune. Notre sous-région CEMAC est une terre d'opportunités qui peut aider le monde à renouer avec la croissance. Le monde a besoin d'une dynamique de croissance pour prendre à bras le corps les multiples défis à relever, le chômage, le déficit budgétaire, la dette, la pauvreté et le changement climatique. Les pays de la CEMAC ont des ressources minières et naturelles abondantes pour jouer un rôle vital dans la dynamique de croissance dont l'économie mondiale a besoin aujourd'hui, a assuré le président centrafricain. L'organisation annonce également la mise en place des mécanismes efficaces pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens, ainsi l'intégration sous-régionale. Je peux vous assurer que nous nous sommes engagés en politique sur le thème du panafricanisme, de la libération de l'Afrique, du développement tout court, a lancé Denis Sassou Nguesso, son nouveau président. Créée en 1994, la zone CEMAC est aujourd'hui confrontée à des difficultés d'ordre économique avec une faible croissance et un endettement élevé. À cela s'ajoutent des problèmes d'intégration régionale, l'instabilité sécuritaire ou encore la mauvaise gouvernance. Autant de défis que les pays membres disent vouloir surmonter. En RDC, une importante délégation gouvernementale arrive à Uvira jeudi 11 septembre pour discuter des tensions dans la ville. Cela faisait 8 jours que la ville était bloquée par une action ville morte. Lundi, une manifestation a d'ailleurs fait 1 mort et une dizaine de blessés. Une partie de la société civile et les milices Ouazalendo exigeaient le départ d'un officier de l'armée congolais déployé à Uvira, mais jugé proche des rebelles de l'AFC M23 en raison de ses origines communautaires. Depuis, cet officier a quitté Uvira, mais certaines tensions persistent. C'est une importante délégation qui arrive à Uvira ce jeudi, conduite par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chebani. Elle est également composée du ministre de l'Intégration régionale Floribert Anzoulouni, du ministre de l'Industrie Aimé Bougie et du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Elisère Mbadoué. La délégation a prévu de rester 3 jours sur place afin de rencontrer différents acteurs. Les autorités locales et provinciales, les forces armées de la République démocratique du Congo, des mouvements de la société civile, ainsi que des représentants des milices Ouazalendo. L'envoi de cette délégation a été déclenché par les tensions autour de la nomination d'un officier de l'armée accusé sans preuve de proximité avec les rebelles du M23. Soutenu par sa hiérarchie, celui-ci a depuis quitté Uvira. La société civile a salué son départ. Si la population est soulagée, explique Martin Mafikiri de la nouvelle société civile, il reste encore de nombreux points d'insatisfaction. On va discuter d'autres questions de débordement dans le territoire de Wenga, mais aussi de certaines localités de Kamiola qui sont mal encadrées. Il y a plusieurs questions vraiment sécuritaires et qui affectent négativement la sécurité nationale, explique-t-il. La question des Ouazalendo sera également abordée. Cette semaine, des députés du Sud Kivu
ont rappelé que les territoires d'Ivoura et de Fizi ont été le principal verrou qui a stoppé l'avancée des rebelles de l'AFC M23 grâce à la collaboration entre l'armée et ses milices patriotes. Dans la soirée de mercredi 10 septembre, le ministère de l'Intérieur tunisien a finalement réagi à la seconde attaque par drone perpétrée contre un bateau de la flottille Global Soumoud Flotilla à Tunis. Dans un communiqué, les autorités parlent d'une attaque préméditée sans citer le mot drone et disent enquêter sur les circonstances. La flottille a dû reporter son départ à cause de plusieurs problèmes. Sur place, la déception est palpable. Mais les participants n'ont pas d'autre choix que d'attendre après ce nouveau report. En cause, des problèmes d'autorisation pour sortir du port de Sidi Bou Saïd et le mauvais temps. Beaucoup de participants vont être assignés à leur bateau dans la soirée. Un nouveau départ est prévu ce jeudi si les conditions météorologiques le permettent, mais rien n'est sûr. Ils devront faire un arrêt au port de Bizerte pour les dernières vérifications d'équipement sur les bateaux avant de partir définitivement vers Gaza. Certains bateaux de la flottille venus de Barcelone nécessitent des réparations après les 2 attaques par drone survenues ces derniers jours. Une fois partie, la Global Soumoud Flotilla prévoit une traversée d'une dizaine de jours avant d'arriver à Gaza. Sur la plage de Sidi Bou Saïd, des dizaines de milliers de Tunisiens sont venus mercredi après-midi pour soutenir le départ de la flottille. On a pu voir des jeunes rassemblés et crier des slogans en soutien aux Palestiniens. Au port, tous les participants sont venus bagages à la main. Certains ont confié avoir plus peur du mal de mer que des éventuelles représailles contre la flottille. D'autres estiment être suffisamment préparés à tous les scénarios possibles. Malgré la déception, les participants restent confiants sur un départ prochainement. Le Népal est à la croisée des chemins alors que d'immenses manifestations ont contraint le gouvernement à démissionner cette semaine. En colère face à la corruption et au chômage, la jeunesse du pays a saccagé plusieurs symboles du pouvoir comme le Parlement. Suivons les détails. Le calme au Népal revient après cette poussée de colère qui s'est accompagnée de scènes d'ivresse révolutionnaire comme l'incendie d'institutions, mais aussi d'un hôtel. Avec la démission du Premier ministre Sharma Oli d'obédience communiste, les manifestants semblent pour l'instant avoir obtenu satisfaction. L'armée et la police rétablissent l'ordre. Un couvre-feu a été instauré depuis des jours et il est respecté. Malgré tout, la tension reste vive dans les rues car ce mouvement n'a pas de dirigeants identifiés. Il est porté par des groupes aux intérêts parfois antagonistes et n'a pas encore trouvé le début d'un débouché politique. Qui pour diriger le pays? Désormais, c'est la question. Une partie de la jeunesse souhaitait l'arrivée au pouvoir du maire de Katmandou, Balandrasa, 35 ans, un ancien rappeur devenu dirigeant, iconoclaste, mais il aurait décliné. Certains Népalais plébiscitent aussi un retour à la monarchie. L'ancien juge en chef de la Cour suprême du Népal, Karki, 73 ans, est pressenti pour un gouvernement transitoire, un peu comme le prix Nobel Mohamed Younous au Bangladesh voisin, un pays qui lui a aussi chassé ses dirigeants en 2024. Dans la capitale Katmandou, l'armée a brièvement levé le jeudi 11 septembre au matin le couvre-feu pour permettre aux habitants de se ravitailler dans le commerce ou d'effectuer des tâches jugées indispensables, ont constaté les journalistes de l'AFP. Largement vide, les rues et les principaux carrefours au centre-ville restent quadrillés par de nombreux soldats en armes, escortés de véhicules blindés ou de chars. Le bilan des émeutes du mardi 9 septembre reste très parcellaire. L'armée a annoncé une trentaine d'arrestations et la police fait état de 3 morts. Dans ses rangs, plus de 13 500 détenus se sont également évadés des prisons du pays à la faveur des émeutes, a-t-elle ajouté. Le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a affirmé mercredi que son homologue israélien, Benjamin Netanyahou, devait être conduit en justice après l'attaque israélienne contre des chefs du Hamas à Doha mardi. Il estime que cette attaque avait tué tout espoir de libérer les otages à Gaza. Le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a affirmé sur CNN que son homologue israélien Benjamin Netanyahou devrait être traduit en justice, affirmant que le Qatar allait réévaluer son rôle de médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza. L'attaque qui a eu lieu sur le territoire du Qatar, c'est une atteinte à notre souveraineté. C'est le premier point.
Deuxièmement, le Qatar est un médiateur qui a participé à la médiation des nombreux conflits. Lorsque le bureau du Hamas a été installé au Qatar, cela s'est fait en coordination et à la demande des Américains ainsi que des Israéliens. Ils l'ont utilisé comme canal de communication pour Gaza pendant toutes ces années. C'est du terrorisme d'État. C'est ainsi que je qualifie cet acte, a lancé le Premier ministre qatarien. Nous avons été trahis. Quand nous discutions avec les Israéliens, nous pensions avoir affaire à des acteurs réguliers. Mais Netanyahou, lui, n'a aucune limite. Il doit être traduit en justice. Et je pense que ce qu'il a fait hier a tout simplement tué tout espoir pour ses otages. Abderrahman Al-Thani a également indiqué que le Qatar réévalue tout concernant son rôle de médiateur dans les pourparlers jusqu'à présent infructueux en vue d'un cessez-le-feu dans le conflit provoqué par l'attaque du Hamas le 7 octobre. J'ai réfléchi à l'ensemble du processus cette dernière semaine et je me suis dit que Netanyahou ne fait que nous faire perdre notre temps, a-t-il déclaré selon le blog en direct de CNN après une interview avec la chaîne américaine. L'armée de l'air israélienne a visé mardi des dirigeants du Hamas réunis dans un complexe à Doha, la capitale de ce pays allié des États-Unis et abritant régulièrement des pourparlers. Cette attaque sans précédent a aussi suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, grand allié d'Israël, qui a dit en être très mécontent. Benjamin Netanyahou avait mis en garde les autorités qatariennes. J'ai dit au Qatar et à toutes les nations qui hébergent des terroristes, vous devez soit les expulser, soit les traduire en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.